Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 5e étape de Tirreno Adriatico. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, notamment la domination du coureur danois Jonas Vingegaard, et puis on parlera également des bonnets d'âne de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, YouTube, les débriefs juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Tirreno Adriatico. On n'a pas eu un gros suspense aujourd'hui sur Tirreno Adriatico. C'est-à-dire qu'on a compris assez vite. Dès que j'ai vu les Visma en tête de peloton, ça m'a rappelé l'Estrade Bianche. Je me suis dit, bon, Vingegaard il va attaquer. Ce qui est quand même surprenant parce que du côté de Vingegaard, c'est pas l'attaque qui est surprenante. Il a attaqué, il a fait la différence parce que il arrive à accélérer à asphyxier ses adversaires. Il les a encore asphyxiés, Vingegaard. Mais ce qui est assez marrant, c'est que Vingegaard, l'année dernière, c'était plutôt je mets pas un coup de pédale en trop. J'avais même trouvé ça ridicule, notamment avec son équipe sur le Tour de France. Lors de la dernière étape où Van Hooijdonk, à un moment, se met dans la route Pogacar, il passe pas un coup de relais. J'avais trouvé ça ridicule. J'avais dit au bout d'un moment, on sait que tu as gagné la course, tu peux peut-être faire un petit peu de spectacle. Ça t'empêche pas de faire un petit peu de spectacle, là. Notamment sur l'étape où il y a Pinot qui est dans l'étape numéro 20, où Pinot est devant. Et je dit, putain, Vingegaard, voilà, c'est le mec qui compte tous ses coups de pédale pendant l'année. Il faut pas qu'il en fasse 5 de trop pendant la course, sinon il n'est pas content. Et là, aujourd'hui, que ça soit Grande Camino, sur cette étape-là, alors je dirais pas qu'il est spectaculaire, parce qu'il reste quand même dans son domaine de compétences, mais il essaye un petit peu d'animer la course quand même, Vingegaard. C'est-à-dire qu'il essaye quand même de partir de loin, de faire des grosses accélérations, peut-être parce qu'il pense que sur le prochain Tour de France, face à Pogacar, face à Remco Evenepoel, il y a peut-être beaucoup d'étapes qui vont jouer de cette manière-là, où ça va se décompter de loin, et il essaye de se préparer avec ses grands raids solitaires à ça, à cette fatigue-là qui va peut-être être différente sur le Tour de France 2024 par rapport à 2023 notamment. Mais c'était assez marrant de voir cette grosse mine comme ça à 28 bornes de l'arrivée. Pourtant derrière on a collaboré. Alors, il gagne quand même avec pas mal d'avance, alors qu'on a collaboré, je trouve, pas si mal que ça, mais très vite en fait dans la montée, il a la minute d'avance, et ensuite le temps que ça se regroupe, ça monte à 1,15, puis après derrière, il garde sa minute d'avance quasiment jusqu'à l'arrivée. On n'a jamais réussi à rattraper le retard, et puis le Danois qui prend une belle option pour la victoire finale. Je vais en parler maintenant parce que j'en parlerai ni dans les tops ni dans les flops. Journée quand même intéressante pour Romain Grégoire et pour Kevin Vauquelin qui font 9 et 10, qui ont pris en main aussi le rythme d'un des groupes de poursuite parce qu'ils ont été lâchés à partir de 30-31 km de l'arrivée. Donc c'est un gros boulot qu'ils ont fait derrière aussi pour faire un gros tempo, même s'ils finissent à 2 minutes 52, c'est quand même une journée intéressante. Je ne dirais pas que c'est une journée parfaite, mais c'est une journée intéressante. Et les deux sont encore dans le top 10 du général. 10e pour Romain Grégoire, 8e pour Kevin Vauquelin dans ce classement. Et bien on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je vais commencer avec Jonas Vingegaard. Alors je vais pas revenir sur l'aspect dopage, j'en ai parlé dans l'étape de Paris-Nice du jour. Donc si vous voulez voir ma gueulante, on va dire sur certains commentaires qui m'énervent assez régulièrement, n'hésitez pas à voir cette vidéo-là sur l'étape de Paris-Nice. Bon, du côté de Vingegaard, il a tout maîtrisé aujourd'hui, c'est-à-dire que il fait l'attaque à 29 bornes de l'arrivée, il prend très vite sa minute d'avance, et puis il se fait surtout pas rattraper dans le faux plat montant. C'est là où il a été fort, parce que c'est là où je pense qu'il a un peu écœuré quand même ses adversaires, c'est qu'il prend beaucoup de marge. Voilà, il prend beaucoup de marge, c'est-à-dire il est vraiment très fort dans ce moment-là. Dans la descente, il a pris des risques. Il y a même des moments où c'était limite au niveau de Vingegaard, où tu sentais qu'on était à la limite. Alors c'était pas du niveau de Jorgensen sur Paris-Nice, mais quand même pas loin.
Du côté de Vingegaard, oui, je pense qu'aujourd'hui, il voulait montrer à tout le monde, il voulait écœurer tout le monde aujourd'hui. Je crois que c'était son objectif. Et puis, il y a toujours c'est un peu cette bagarre à distance avec Evenepoel, avec Roglic, avec Pogacar, avec tous ces coureurs-là, où son objectif est aussi de leur montrer, regardez, moi je suis au top de la course, quoi. Je suis au top du top. Et j'arrive à faire des différences, quoi. Il veut montrer à tout le monde que Jonas Vingegaard, faut compter sur lui, et que Jonas Vingegaard, aujourd'hui, c'est le favori du prochain Tour de France, très clairement. Il fait un très bel effort. Il n'a pas craqué. Il a vraiment tout bien fait aujourd'hui pour aller gagner cette étape. Et il prend une belle option pour demain. Je pense que aussi, l'avantage pour Vingegaard, on sait que c'est un mec qui est mentalement, c'est peut-être là son point faible. C'est un mec qui est très tendu. Je pense que c'est un stressé de la vie, Vingegaard. Et là, demain, il a une marge maintenant sur tous ses adversaires. Donc il va être plus détendu, je pense, avant d'affronter la montée finale. Il y aura la présentation de l'étape demain à 9h sur Tirreno Adriatico, petite promotion interne de la vidéo. Donc voilà. Là, la question que je me pose maintenant du côté de Vingegaard, c'est il est plus en forme que l'année dernière, à la même période de l'année. Parce qu'on se souvient que Paris-Nice, ça s'était pas bien passé. C'était pas qu'une question de bordure, c'était aussi une question physique du côté de Vingegaard. Donc je me pose la question, vu qu'il est plus en forme, me semble-t-il, que l'année dernière, est-ce que ça va tenir jusqu'en juillet, ce rythme-là? Et là, c'est une question que je me pose. Parce que je le trouve quand même très en forme, Vingegaard, face à des coureurs qui, en plus, pour certains, n'ont pas forcément les mêmes objectifs que lui. Ben O'Connor, par exemple, l'objectif, c'est le Giro, c'est pas le Tour de France pour Ben O'Connor. Donc je me dis, ouais, on est quand même qu'en mars. Donc comment ça va se passer plus tard, c'est la grande question. Et puis on peut quand même saluer aussi la belle performance de Hüttebrook. Il a été bon dans la descente, il a fait une belle étape. Et puis Ben Tullet aussi, qui a fait un sacré tempo dans la montée. Deuxième coureur top, c'est Ayuso. On ne peut pas être déçu aujourd'hui à Juan Ayuso, il a fait le job. C'est juste que il tombe sur plus fort que lui. Il a tenté d'accrocher la roue de Vingegaard, mais ça n'a pas tenu du côté d'Ayuso. Après Ayuso, il a des objectifs qui sont plus lointains. C'est pour ça que je me dis quand même que Vingegaard est quand même très en forme par rapport à Ayuso, même s'il il est peut-être un niveau au-dessus, Vingegaard par rapport à Ayuso, mais je me dis, tu vois, il y a aussi une différence, je pense, de niveau et de situation de forme entre les deux. Et Ayuso, oui, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Bon, il a collaboré dans le groupe de derrière. Mais c'est sûr qu'au sommet de la montée, il y a, je ne sais plus, 53-54 secondes, tu savais que ça allait être compliqué pour revenir sur Vingegaard, parce que c'est pas un mec qui s'écroule tant que ça, Vingegaard, dans ses efforts. C'est très rare. Il n'y a que Pogacar qui avait réussi à le contrer dans les Pyrénées. Donc du côté de Ayuso, ils savaient que ça allait être compliqué. En plus, ils avaient Hüttebrook dans le porte-bagages. C'était pas forcément évident. Mais je trouve qu'il a quand même bien géré aujourd'hui Ayuso. Et on sent que c'est le deuxième homme de ce Tirreno Adriatico. Certains diraient c'est le meilleur des autres pour le moment. On peut noter également la belle perf de Del Toro. Un gros début de saison quand même de Isaac Del Toro, le Mexicain. Parce que là, il est dans le bon groupe, il est dans le top 10 du général, donc très très fort quand même Isaac Del Toro. Pour le moment, il a fait beaucoup d'efforts pour tenter de ramener Ayuso. Del Toro, c'est quand même du solide. Et puis je termine avec les coureurs au top. J'avais mis Roglic sur Paris, j'ai mis Genley sur Tirreno Adriatico. Déjà le contre-la-montre était pas mal du côté de Tirreno Adriatico. Moi, je reste quand même sur la théorie, en parlant du contre-la-montre, que Vingegaard, il l'a pas fait à fond. Moi, je reste sur cette théorie-là, parce que quand tu vois la différence de niveau qu'il y a avec Ayuso, il s'est pris 22 secondes par rapport à Ayuso, il l'a pas fait à fond. Mais du côté de Genley, le chrono était bon. Et là, sur cette étape, il arrive à tenir le tempo. Dans le sprint, Ayuso, il est quand même obligé de forcer pour aller le chercher. Pour l'instant, c'est un bon début de course que fait Genley. Il se montre intéressant pour Roglic et puis aussi pour le prochain Giro. Genley, il a, on va dire, ce double objectif-là. Et du côté du coureur australien, c'est vraiment bien ce qu'il fait pour le moment. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner demain. Parce que c'est un coureur qui pourrait être dangereux dans la montée de 10 km. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Alors, les bonnets d'âne du jour, je pensais pas faire aussi vite dans la vidéo. Là, je suis déjà qu'à 10 minutes de vidéo. Je pensais pas aller aussi vite sur Vingegaard, Ayuso et Hindley, mais je savais pas
grand chose d'autre à dire. Et flop, Gegenhardt. Pas top Gegenhardt pour le moment, son début de saison, que ça soit le Tour de l'Algarve, que ça soit Tirreno Adriatico. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que l'année dernière, il a très peu couru. Ça s'est arrêté au mois de mai, même s'il a été bon, mais il n'a pas couru depuis le Giro. Est-ce qu'il n'aurait pas un petit peu du mal à retrouver la forme après une grosse blessure? Enfin, après une blessure à un endroit comme le genou, qui n'est pas un endroit facile à réparer. Parce que, quand même, là, il se fait lâcher assez tôt dans cette étape, il finit assez loin. Alors, il finit avec des mecs comme Guillaume Martin, mais bon, Guillaume Martin, le contre-la-montre n'était pas top. Et je pense que Guillaume Martin traverse un Tirreno Adriatico qui est très très compliqué. Et normalement, Gegenhardt, il est meilleur que Guillaume Martin. Donc, s'il n'arrive pas à battre un Guillaume Martin qui n'est pas au top, c'est que lui est vraiment pas bon pour le moment. Tao Gegenhardt, c'est très très compliqué, j'ai l'impression, pour lui. Alors, est-ce qu'il s'y attendait ou est-ce qu'il s'y attendait pas? Parce que ça changera aussi sa perception au niveau mental de la difficulté du cap à franchir. Et ça peut être plus compliqué parce que si lui il pensait être au top, qu'il se retrouve à être en grande difficulté, mentalement c'est un peu une claque dans la gueule. Et c'est pas toujours évident. Mais du côté de Gegenhardt, j'ai trouvé la course pas exceptionnelle. Vraiment, il finit assez loin. Et depuis le début de semaine, c'est vraiment pas top ce qu'il fait le coureur britannique. Donc ça c'est bien de retrouver les jambes. Parce qu'il a été recruté quand même pour être leader de cette formation. Donc ça serait triste que Lidl Trek soit déçu de ses performances. Surtout que du côté de Lidl Trek, t'as Skiel Moseux. Mais bon, après derrière, Juan Pedro Lopez, l'année dernière, ça a quand même été difficile. Donc c'est pas forcément une équipe qui est hyper bien armée en leader. Et du côté de Gegenhardt, on t'a recruté pour renforcer ce secteur-là. Et parce qu'on a vu quand même l'année dernière sur le Giro, je pense même sur le Tour des Alpes, qu'il était très fort. Mais c'est vrai que sa blessure sur le Giro, ça l'a handicapé. Il n'a pas couru, encore une fois, pendant un long moment. Est-ce qu'il va réussir à revenir au top cette année? C'est pas si sûr. Voilà, parce que pour le moment, le début de saison, c'est pas exceptionnel. Alors après, il y a l'exemple, par exemple, Sam Bennett. Quand Sam Bennett quitte Quick-Step, le début de saison chez Bora est pas exceptionnel et en fin de saison, il gagne quand même 2 étapes sur la Vuelta et il fait une bonne fin de saison. Parce que je rappelle que quand il quitte Quick-Step, il court très peu aussi. Il doit avoir 35 jours de course dans les pattes, Sam Bennett, cette année-là. Donc il y a l'exemple Sam Bennett qui peut lui dire oui, quand tu as fait une courte saison l'année d'avant, parfois c'est compliqué de retrouver le rythme, mais qu'à un moment tu vas retrouver le rythme. Mais c'est pas très rassurant quand même la situation pour le moment de Tao Gegenhardt. Et puis j'ai mis un deuxième flop, un seul deuxième flop aujourd'hui, donc la vidéo va être très courte sur ce Tirreno Adriatico, c'était pas prévu d'avance, je pensais pas faire aussi court par rapport à Paris-Nice. C'est l'Eknesund, là aussi début de saison qui est pas bon. L'Eknesund, encore une fois, il a été recruté par Uno X pour jouer le classement général des grandes courses. Pour le moment, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'Uno X, quand on voit la formation pour le moment Uno X, ils se sont énormément renforcés pendant l'intersaison. Les résultats sont pas là. C'est-à-dire que les résultats sont pas fameux du côté de Andreas Leknesund, mais même des recrues de Uno X. J'ai l'impression qu'on a du mal à se mettre dans le rythme de cette formation, parce que pour l'instant, celui qui a eu les meilleurs résultats, c'est Varechkjold, était déjà dans l'équipe l'année dernière. Bon, Christophe aussi qui fait du bon boulot, était déjà dans l'équipe l'année dernière. Abrahamson, déjà dans l'équipe l'année dernière. Toutes les recrues ont un petit peu du mal pour le moment chez Uno X, donc ça serait bien qu'elles commencent à vraiment s'acclimater, parce que on les a recrutés quand même pour ça, et pour une équipe qui a failli racheter, qui à un moment s'était dit ils vont racheter la licence Quick-Step quand il y a eu le projet de fusion, tu te dis que heureusement que Quick-Step est resté en World Tour, parce que pour le moment, Uno X, c'est quand même très très compliqué sur les épreuves importantes. Donc c'est un petit peu dommageable, et c'est une équipe que j'attendais bien mieux. Je trouve que là, pour le moment, c'est un petit peu décevant. Ce que propose la formation norvégienne. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant en difficulté pour la formation norvégienne. C'est vrai que là, l'Eknesund, depuis le début de saison, encore une fois, on en a déjà parlé, parce que c'est pas la première fois qu'il est en flop. L'Eknesund, aujourd'hui, il finit à 10 minutes. Pour un mec qui a fini 8e ou 7e du Giro,
c'est quand même pas fameux. Sur le Tour de l'Algarve, bon, il prend 2 échappées, mais il finit que 3ème du classement de la montagne. Étoile de Bessèges, il n'est pas dans le coup. Grand Prix La Marseillaise, il n'est pas dans le coup non plus. Donc ça fait 15 jours de course. En 15 jours de course, il a récupéré 0 points UCI. Alors on le reverra au Tour de Catalogne, parce qu'ensuite il aura l'objectif Tour de Catalogne, Amstel, Flèche, Liège, puis Tour de France. Mais ça serait bien de trouver du rythme du côté d'Andreas Leknesund, parce que ça m'inquiète quand même un petit peu pour le moment. Là, est-ce qu'il a du mal à s'adapter au matériel, à s'adapter à de nouvelles méthodes d'entraînement? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser, parce que les résultats sont pas fameux. C'est vrai que si on regarde les résultats des recrues, encore une fois, chez UnoX Mobility, bah, c'est pas si exceptionnel que ça, parce que parmi ceux qui ont eu des résultats pour le moment, Johan Essen, déjà dans cette équipe, Christophe aussi, Coulset aussi, Rasmus Stiller aussi. Donc parmi les recrues, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu vraiment des recrues. Kort Nielsen, pas vraiment de résultats. Odd Christian Eking, pardon, pareil. Leknesund, pareil. Il y a Houlgard, je crois qu'il y a eu quelques restaurants. Wideberg, pas très présent non plus. Ah, j'avais oublié, Coulsat, c'était l'équipe de développement, donc recrue, mais qui était en interne. C'est vrai que pour le moment, c'est pas exceptionnel ce que propose l'équipe, donc ça serait bien de trouver du rythme. Parce que c'est une équipe où tu sens que c'est quand même une équipe qui a souvent eu des coureurs qui arrêtaient jeunes, par exemple. Je pense à Inks Gaulle, par exemple, qui a arrêté là à 23 ans. Alvorsen également, qui malgré quelques résultats dans sa carrière, a aussi abandonné à 27 ans. Donc je suis assez surpris de cette formation. Je sais pas si c'est pas une formation où l'ambiance à l'intérieur de l'équipe est quand même un petit peu, peut-être pas super, où il y a des choses qui ne vont pas dans cette formation. Mais je suis assez surpris qu'il n'y a aucune recrue qui ait réussi à avoir des résultats depuis le début de saison. Enfin, de recrues vraiment qui n'étaient pas, encore une fois, dans la structure EF, qui n'étaient pas, pardon, dans la structure UnoX, qui arrivent à avoir des résultats. Parce que c'est vrai que Kort Nielsen, c'est un peu calme, Ed Christian Eking aussi, et puis les Knesund, là, c'est le néant. Et on les paye pas pour que ça soit le néant. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont des beaux contrats, on les paye pour qu'ils fassent passer un cap à l'équipe. Pour l'instant, le cap, il n'est pas passé. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, 7h30, Paris-Nice, 9h, Tirreno Adriatico pour les présentations d'étapes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!